Game begin. Bonjour à tous, merci d'être venus. Donc, en effet, j'ai présenté ce talk la semaine dernière à Scala.io. Il y a eu des petits ajouts depuis, parce que j'avais eu beaucoup de questions. Donc, j'ai essayé d'agrémenter pour répondre à toutes ces questions en plus. En gros, pour un débutant, souvent, Haskell fait peur. Il y a plein de gens qui se disent, pour faire du Haskell, il faut comprendre la théorie des catégories, être capable d'expliquer ce qu'est une monade ou autre dans ce genre-là. En fait, non, on peut coder en Haskell comme on coderait dans d'autres langages. C'est juste que notre code ne sera pas forcément hyper sexy, admettons-le. Mais ça se fait assez bien. Donc l'idée, c'est de dire, je suis une débutante, je me lance. Et puis, moi, en tout cas, je me suis lancée. J'ai rencontré des pièges, des murs, des fois. Si, avec mon expérience, je peux vous éviter ces mêmes pièges, on y gagne tous. Hop, pourquoi toi? Non? Ok, ça commence. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Du coup, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous parler en fait de Fairview, qui est ma boîte. Pourquoi? Parce qu'en fait, je m'en sers tout au long du talk, sur les points techniques. Donc c'est plus simple si je vous le présente au début. Je bosse chez Fairview. On est une toute petite start-up. On est 4. On est maintenant 2 développeurs. Au début, j'ai commencé, donc j'étais toute seule. Qu'est-ce qu'on fait? On fournit une plateforme de gestion des avis clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, je pense qu'on a globalement tous acheté des trucs sur Internet. On va recevoir un email souvent dans les semaines qui suivent en nous demandant notre avis sur le produit, le commerçant. Et du coup, c'est ce type d'email qu'on fait. Alors, je pense que 99% des gens considèrent ce mail comme un spam et le suppriment. Notre idée, c'est de dire, ce qu'on va faire, c'est que quand vous acceptez de donner votre avis, nous, on fait un don à une association. C'est pour motiver un petit peu le consommateur. Donc l'idée, c'est de dire, c'est pas parce qu'on veut être rentable que ça nous empêche d'avoir un impact positif en fait sur la société. Donc on essaye de réaligner le consommateur qui du coup fait des dons sans faire trop d'efforts, le commerçant qui lui a un petit côté image de marque positif, et les associations qui ont du fric qui tombe plus facilement en fait. Voilà. Techniquement, en quoi ça consiste? Parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. En fait, c'est une plateforme SaaS qui est là pour gérer et présenter de la donnée. En soi, c'est rien de bien compliqué. C'est globalement du crude. Des plugins PrestaShop, Shopify et compagnie, pour s'intégrer dans les sites des e-commerçants et faire de l'envoi d'emails. Voilà. Maintenant, donc le contexte qui m'a poussé à faire du Haskell. Donc d'abord, on est au début de Fairview. Je dois choisir la stack. On doit faire nos preuves. On n'a pas de fric. Il faut qu'on arrive à se démarquer assez rapidement, notamment au niveau des commerçants qui commencent à se demander ce qu'on fait, puis aussi des investisseurs, parce que c'est eux qui ont de l'argent. Donc il faut arriver à convaincre tout le monde. Donc, comme je vous le disais, je suis la seule dev de l'équipe. Et je dois faire mon appli. En quoi ça consiste? C'est du cru de base. Comme on n'est pas connu, on aura très peu de données. Un jour, on espère devenir la future nouvelle licorne, donc on espère avoir plein de données. Mais pour ça, c'est plus tard. Donc dans l'immédiat, on peut se lancer. Il n'y avait pas de stack au début, donc j'ai des choix à faire. Ensuite, j'ai qu'une seule vraie contrainte imposée par mes cofondateurs. Il faut être efficace et viable assez rapidement, sur le long terme surtout, parce que personnellement, j'ai pas envie d'avoir à jeter mon code pour recommencer 6 mois plus tard. Alors, en plus, moi j'ai un idéal quand je taffe, j'aime prendre du plaisir à faire mes développements. Sinon, ça sert à rien, quoi. Voilà, donc parlons du choix de la techno. Je vais commencer par le côté le plus simple, pour moi en tout cas, le côté client. Le choix a été assez rapide.
J'ai fait de l'Angular, du React, du Vue. Personnellement, j'avais des affinités plutôt avec Vue, donc je me suis orientée vers du Vue. Alors, j'ai pas tenté Helm, PureScript et compagnie. Pour l'instant, je suis restée dans du Vue standard avec de l'A6. Côté serveur, c'est là le sujet qui nous intéresse. Question beaucoup plus compliquée pour moi, parce qu'en fait, je veux prendre du plaisir à faire mes devs, mais il y a des technos que j'apprécie plus forcément au fil des années. Donc je savais précisément ce que je ne voulais pas faire, mais pas forcément ce que je voulais faire. Alors, j'annonce tout de suite, la suite est totalement subjective. C'est-à-dire que c'est mon point de vue à moi, hein, vraiment. Alors, tout d'abord, commençons par Node. Alors, je suis peut-être un petit peu violente, hein, j'annonce tout de suite. Node, en fait, pourquoi déjà? Parce que c'est une techno ultra présente en start-up. De plus en plus de start-up commencent à se construire autour de Node. Notamment, je pense à Doctrine, qui commence à bien grossir. Puis aussi, j'en ai fait pendant quelques années. Donc, qu'est-ce que je pense de Node? J'ai tendance à considérer que comme la stack Node est très simple à mettre en place, on peut démarrer très rapidement. Donc pour moi, c'est plus une stack à faire du POC. Alors c'est très personnel. On va avoir des premières fonctionnalités très rapidement. Par contre, le développeur doit faire très attention, parce que sinon son code sera très rapidement, enfin assez peu viable, voire très complexe, avec beaucoup de nœuds. Sinon, comme on est sur du JavaScript, le recrutement est très simple. Ce qui est un point qui est important pour moi, je vais me poser la question du recrutement tout du long, en fait. Par contre, on est toujours sur du JavaScript, donc on est sur un langage interprété. Personnellement, j'ai tendance à préférer les langages compilés. Oui. Sinon, Ruby, deuxième techno de start-up assez fréquente. Il y en a notamment chez Drivey, Trainline, ex-Capitaine Train. On est sur un langage à tendance fonctionnelle, c'est-à-dire qu'on est quand même sur un langage scripté, mais qui commence à avoir quelques notions de fonctionnel. C'est un langage interprété, malheureusement, comme JavaScript là-dessus. Et le recrutement, à mes yeux, est parfois un peu compliqué. Il y a beaucoup de développeurs Ruby, mais si on en veut des bons, ça devient un petit peu plus compliqué parce qu'on lutte face à des très gros. Doctolib et compagnie. Et donc, on a du mal à être suffisamment attirant en tant que toute petite start-up pour embaucher des gens très bons. Troisième techno, pardon. PHP. Alors, pareil, une techno très présente en start-up. Elle est notamment utilisée chez Lydia. À l'époque où je faisais du PHP, on faisait du PHP à la main, il n'y avait rien. Donc, il fallait se débrouiller avec le langage. Maintenant, il y a beaucoup de frameworks. Bon, c'est un point positif à mes yeux. Le recrutement est aussi très simple. Malheureusement, toujours un langage interprété. Java. Alors là, on commence à passer dans un langage compilé. Il y a quelques startups qui tournent sur du Java. Si je ne fais pas d'erreur, Sagi notamment en fait. Blablacar aussi. Moi, j'en ai fait beaucoup. C'est pour ça que c'est rentré dans mon choix. Donc langage compilé, un écosystème très riche, on connaît tous l'intérêt de Java là-dessus. Personnellement, j'apprécie moins le côté verbeux du Java. Quand je pense Java, je pense toujours à la classe où il faut mettre toute la palanquée de getter et setter avant de réfléchir. Bon, ça me plaît de moins en moins. Et puis, j'ai souvent l'impression que démarrer une stack en Java est complexe parce qu'on se lance très naturellement dans du Spring, dans du Hibernate, dans du machin. Et donc, on va perdre beaucoup de temps au démarrage à démarrer la stack. Ensuite, Scala, langage compilé, qui bénéficie de l'écosystème de la JVM. Enfin, si on tourne sur de la JVM, on a l'écosystème du Java. Donc assez bien là-dessus. On est sur un langage fonctionnel aussi, ça commence à devenir intéressant. Néanmoins, on est sur du multiparadigme. Et à l'époque où j'avais fait du Scala, j'avais eu la tentation de ne pas vraiment en faire, en fait. Je faisais du Java dans mon Scala, donc dès que je rencontrais des pièges, je me retrouvais à faire du Java, ce qui n'était pas forcément assez génial. Et en dernier, Haskell.
Alors pourquoi Haskell? Parce qu'il est assez différent de tous les autres. Tout simplement parce que ça faisait un bout de temps que j'en entendais parler, autour de moi en fait. Et bon, par exemple, notamment on est sur un langage compilé, langage fonctionnel, donc toujours les mêmes points intéressants que Scala. Par contre, Haskell me faisait peur au début. C'est-à-dire que j'avais la sensation que, comme je l'expliquais, on était sur un langage assez complexe, plein de symboles assez cabalistiques de mon point de vue. Donc ça ne me poussait pas forcément à me lancer. Et puis autour de moi, j'avais quelques développeurs Haskell qui, discutant entre eux, se mettaient à parler de lens, de lift, de plein de trucs. Et il y a des moments, je perds des pieds assez rapidement dans les explications. Et donc, bon, c'était pas terrible. Côté recrutement, c'était une grande question. Comment est-ce qu'on recrute du développeur Haskell? Déjà, on ne passe pas forcément par un commercial, parce que quand on lui dit Haskell, il va chercher le mot-clé sur LinkedIn, par exemple, et il ne va pas trouver beaucoup de gens. Donc, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué. Et la plupart des développeurs Haskell sont des développeurs, je dirais, du dimanche, et pas forcément de la semaine, pas en professionnel. C'est des gens qui font ça pour le plaisir. Et notamment, ça se voit avec les commits GitHub, parce que si vous regardez la plupart des repos Haskell, il y a surtout une charge le week-end. Bon. Donc, si on résume, on a donc Node, Ruby, PHP, Scala, Java, Haskell. Premier critère, je voulais un langage compilé, donc ça va éliminer les 3 premiers. Ensuite, je voulais du fun, ça élimine Java. Ensuite, je voulais découvrir quelque chose de nouveau. J'avais fait du Scala, donc il me reste le dernier, Haskell. Ça tombe bien, c'est quand même celui qui m'intéressait le plus dans le lot, quand même. Donc, on va se lancer, et c'est parti. On va se lancer pour de vrai. De quoi j'ai besoin? Moi, j'ai des petites habitudes de développeuse Java à l'origine, et j'ai besoin d'un petit confort de travail, et j'ai mes petites habitudes. Et ensuite, une fois que tout ça s'est mis en place, je peux me concentrer sur mon code. Donc là, je vais recommencer comme ça. Donc d'abord, je vais sélectionner un IDE, parce que je suis en train d'apprendre un nouveau langage. Alors s'il peut me mettre de la couleur, de la coloration syntaxique, de l'autocomplétion et 2-3 trucs, des warnings, des machins comme ça va quand même être un peu d'aide, quoi. Je vais apprécier. Donc j'ai beaucoup de connaissances qui font du Vim sous Haskell. Pourquoi pas? Maintenant, ça se configure, et j'avais pas envie de me lancer là-dedans tout de suite. J'ai beaucoup tourné sur du IntelliJ qui ne m'intéressait pas du tout parce que trop lourd. En fait, j'avais un petit PC pourri à l'époque qui supportait mal. Et donc, j'ai décidé VS Code. Essayons quelque chose de nouveau au passage. Donc, il y a un plugin qui existe, Askiro. Alors, si vous faites du Atom ou IntelliJ, il y a des plugins équivalents qui existent. Le gros intérêt, c'est que votre code va ressembler à ça. Avec un peu de coloration, c'est quand même assez pratique. Ensuite, je vais avoir besoin de style, en tout genre. Donc il y a Stylish qu'on m'a conseillé assez récemment, que j'ai pas encore vraiment essayé. Le gros intérêt, c'est que typiquement, il va mettre les colonnes exactement pile poil comme il faut, au lieu de les faire à la main, ce qui prend quand même pas mal de temps, ce que je faisais au début, jusqu'à maintenant d'ailleurs. C'est un peu de la perte de temps. Donc, bref, il faut que je le fouille un peu plus. Deuxième point sur lequel je dois fouiller, c'est HLint. Apparemment, quand il voit alors il est un peu plus poussé que les ESLint et compagnie, parce que son intérêt, c'est qu'il va suggérer aussi des améliorations de code. Typiquement, vous avez l'impression de coder un truc assez basique, que vous n'avez pas trouvé dans Prélude. En fait, il va dire « Attends, tu es en train de coder un truc qui existe déjà, utilise ça plutôt, il y a des chances que ça fasse ce que tu recherches. » Donc c'est quand même assez pratique, ça évite de recoder la roue. Ensuite, un outil de build et de packaging. S'il y a des gens qui se sont lancés sur Haskell il y a quelques années, la plupart des gens ont atterri sur Cabal. L'expérience n'a pas forcément été très agréable. Cabal, il faut tout gérer à la main, notamment la cohérence entre les dépendances. Et bon, c'était pas très apprécié. Personnellement, j'utilise Stack, qu'on m'a conseillé depuis. Son grand intérêt, c'est qu'il gère les dépendances tout seul, un peu façon Linux LTS. On va choisir une version de Stack et il va se débrouiller un peu comme un grand. Après, il nous suffira juste de lister nos dépendances et il se dépatouille. Donc là-dessus, c'est quand même un point de moins à se préoccuper. Ensuite, moi, j'aime avoir une plateforme d'intégration continue.
Tout ce que j'ai à faire, c'est un git push, et puis je laisse mon code se déployer, tester et compagnie. Pour ça, j'utilise CircleCI. Il suffit de lui fournir une image Docker avec Stack installé dessus, et il va se débrouiller tout seul. En dernier, l'hébergeur, forcément. Pareil, si ça marche par push, c'est quand même cool. Et là-dessus, voilà, Alessio, Clever Cloud. Au tout début, en fait, quand je me suis lancé dans Haskell, Clever faisait de la bêta sur l'hébergement Haskell, et donc en plus, bonus, faisait des crédits gratuits. Je rappelle, je suis dans une petite start-up, on n'a pas de fric. Donc quand on nous donne des crédits, on réfléchit à où est-ce qu'on déploie notre code. Et en fait, j'y suis toujours, même si maintenant je paye. Clever, en fait, le gros intérêt, c'est qu'il suffit de pusher, il build, il déploie le code comme des grands, et en plus, l'équipe de support est ultra réactive, même pour une petite boîte comme moi, où on est 4 et on paye 20 balles par mois, quoi. Donc, c'est très appréciable. Donc, dessus, je crée une instance Postgre et un serveur Haskell. Bon, donc les petites choses sont en place. Maintenant, on va pouvoir vraiment coder, quoi. On est là quand même pour ça. Je rappelle, j'ai un besoin ultra basique. Je vais manipuler de la donnée. En plus, pas forcément beaucoup de données. Elles vont être stockées dans une base Postgre. Ces données sont exposées via une API REST, qui sera un minimum sécurisée. Je vais avoir besoin d'un peu de config, parce que entre les différents environnements, les trucs comme ça. Par contre, je ne parlerai pas des services aujourd'hui, parce que c'est du pur code métier avec du séquencement d'appel. Il n'est pas forcément non plus très, très riche. Donc d'abord, je vais parler de l'API. Alors, j'utilise Servant pour gérer mes API. Servant est assez intéressant. Déjà, il permet d'exprimer les API côté client et côté serveur, globalement de la même manière. Donc, ce qui est très pratique. Vous pouvez très facilement, par exemple, décrire votre API côté serveur et la récupérer pour décrire le client de test, par exemple. Là-dessus, c'est très agréable. En plus, il est très simple à mettre en place pour démarrer. Là-dessus, il y a peu de questions. Alors, par exemple, un cas là où j'ai décrit une API. Donc, j'ai 3 méthodes possibles dans mon code. Ces 3 méthodes sont définies par des types. On va combiner des bouts d'URL, des méthodes, par exemple le recBody pour fournir un body au moment du post, de la capture pour fournir des identifiants, des choses comme ça. Ensuite, on va fournir une implémentation à ces méthodes-là, à ces API, pardon. Donc là, on rentre dans du code un peu plus Haskell, qui n'est pas forcément ultra classe, parce que c'est toujours mon code de débutante. Donc voilà, il est assez basique. Pour chaque cas, on va découler en fait du type la signature de la fonction d'implémentation, et puis on va implémenter son contenu. Ensuite, on va combiner tout ça pour obtenir une API un petit peu plus généraliste. On va combiner les types, notamment avec l'opérateur d'alternative. Et puis pareil, sur les implémentations. On a une implémentation globale. Et puis on peut complexifier aussi. On va chaîner des choses, et notamment, voici le cas d'une API protégée par token JWT. Alors bien, le JWT, c'est un sujet un peu plus complexe que ça, mais globalement, une fois que c'est mis en place, dans votre code, vous n'aurez plus que ça. Là, j'ai un exemple d'une API côté client, cette fois-ci. En fait, jusque-là, tout ce que je vous ai présenté avant, c'était mes API serveurs que j'exposais. Ça, c'est du code client qui va requêter en fait send-in-blue pour l'envoi d'email. De la même façon que tout à l'heure, je décrivais mon API par type, là, je la décris aussi. Je vais faire un post en fournissant un body avec un header d'URL. Et le body est décrit en dessous. Et rien de plus. Enfin, il va falloir l'implémentation, comme tout à l'heure. Mais c'est à peine plus complexe que ça. Et là, j'ai fait du client aussi simplement. Bon, par contre, Servant ne vient pas qu'avec des avantages. Il a un truc absolument perturbant pour le débutant, c'est les messages d'erreur. Disons que j'ai une API un peu riche. Enfin, j'ai commencé à construire des trucs. Je vais me dire, bon, je vais en ajouter une nouvelle.
J'ajoute le type, mais j'oublie l'implémentation. Alors déjà, j'ai de la chance, parce que Askiro commence à me prévenir que je me suis certainement raté quelque part. Donc déjà, c'est un bon point. Par contre, l'erreur de compilation, elle ressemble à ça. Et personnellement, j'ai mis un temps à comprendre ce qu'il était en train de me raconter. Maintenant, j'ai un réflexe. Quand je vois une erreur qui ressemble à ça, j'arrête d'essayer de la comprendre et je vais retourner dans mon code que je viens de modifier pour le corriger directement. Parce que c'est pas forcément le plus évident. Mais par contre, je sais que je suis tombée dans un cas un petit peu bizarre. Donc pour éviter ce souci, en fait, je vais travailler autrement, plutôt que de tomber là-dessus. Je vais décrire la signature, le type, comme tout à l'heure. Donc je vais lui dire, là j'ai une URL, elle prend un ID, elle a un body, et c'est de type post. Bien. Et plutôt que de fournir une implémentation tout de suite, j'utilise une spécificité de Haskell, j'utilise undefined. Alors contrairement au JavaScript où ça veut dire null, en Haskell, en fait, ça permet au compilateur de fournir un code qui compilera à tous les coups, mais qui explosera au runtime. Donc si on appelle cette API, on va se prendre une erreur. Le gros intérêt, c'est que ça évite de se préoccuper de l'implémentation tout de suite. Et en plus, ce qu'il y a de bien avec le compilateur, c'est qu'en faisant ça, il y a beaucoup de chances que dans mon log, juste après, il me fournisse la signature à copier-coller sur mon implémentation ensuite. Donc j'ai encore moins de taf parce que c'est le compilateur qui va le faire à ma place. Et ça, c'est quand même sacrément magique. Ensuite, du coup, je vais parler du côté base de données. Donc, je vais avoir besoin de me connecter à ma base et passer quelques requêtes SQL qui ne seront pas forcément hyper complexes, mais bon, il faut les faire quand même. Pour ça, je vais utiliser PostgreSimple. Pour les javaïstes, en fait, ça se compare clairement à un connecteur JDBC. On va faire des prepared statements, et puis on va les fournir directement dans nos queries. Et puis voilà. Donc en gros, mes requêtes ressemblent à ça. Par contre, ça n'a pas que des avantages. Le gros inconvénient de ce type de connecteur, c'est que les erreurs SQL ne sont levées qu'au runtime, en fait. Parce qu'on est quand même dans un monde Haskell où, dès qu'on change du code, on a un compilateur qui tourne instantanément et qui nous explicite tous nos problèmes, en fait. Il va nous lever des warnings, il va nous lever des erreurs de type, il va nous lever énormément de choses pour un peu qu'on le configure correctement. Et là, on a un truc qui pète, mais que quand on l'exécute, quoi. C'est franchement très dommage. En plus, il est entouré dans du code pas très explicite à mes yeux. Quand j'ai débuté, je n'étais pas sûr de comprendre ce que j'étais en train d'écrire. J'ai copié le code du tuto, ça a marché. Je l'ai isolé dans un module à part, et maintenant j'évite de trop le regarder trop fort. Voilà. La configuration. C'est un sujet qui est assez rigolo, au final, parce que, moi je me rappelle, quand j'étais en Java, il fallait que Spring Java, la configuration, il y a un moment, les questions étaient un poil compliquées des fois. Là, c'est fourni nativement, pour un peu qu'on ne cherche pas à faire de la config trop complexe. Par exemple, là, vous avez du code de connexion à une base de données, pour récupérer, les variables d'environnement pour la connexion à la base de données. En local, il suffit de les ajouter au pass, mais ça roule tout seul. En déployé, merci Clever. Clever fait le taf. Donc là-dessus, c'est nickel. Donc là, ma config, elle est en place, quoi. Là, je peux switcher sans problème d'environnement. Les tests, autre point, en fait, je vais être honnête avec vous, j'étais tellement noyé dans Haskell à ce moment-là que j'ai repoussé au maximum le sujet des tests. Alors, c'est pas glorieux. Personnellement, oui, il y en a un qui me regarde avec des gros yeux, mais à une époque, quand je faisais du Java, je commençais par écrire mes tests avant d'écrire mon code. En Haskell, j'étais pas à l'aise, pas suffisamment du tout pour me dire, je vais faire comme ça. J'arrivais pas à concevoir mon code, à l'anticiper. Donc j'ai repoussé le sujet et je m'y suis mise assez récemment. Il y a 3 manières de tester votre code. HSpec, qui ressemble à RSpec en Ruby, à du Chai sur du JavaScript avec Chuld notamment. Ça donne un code qui est assez, pour moi, qui est clair, mais parce que j'aime écrire comme ça. Il y a du HUnit qui ressemble beaucoup à du JUnit. Les helpers, je les trouve pas forcément hyper sexy, donc j'ai
pas regarder tout de suite. Il existe aussi QuickCheck. C'est un générateur de tests. On m'en a dit beaucoup de bien, on m'a dit aussi que c'était un peu compliqué d'y rentrer dedans. L'idée, c'est de dire, on va lui fournir des contraintes. Par exemple, pour exécuter telle fonction, on va considérer qu'on va travailler sur des ints. Et lui, il va nous générer autant de tests qu'il faut pour couvrir toute la plage de manière intéressante. Et il va prendre tous les cas qu'on oublie de faire quand on les fait à la main, en fait. Et c'est assez pratique, quand même. Donc du code avec HSpec, notamment. Disons que je veux tester ce truc-là. C'est un simple test d'état. Avec HSpec, je vais écrire ce genre de code. Alors c'est un peu répétitif. On peut se poser la question, après, peut-être d'utiliser QuickCheck, justement, où on n'aurait qu'à décrire la condition en disant quand c'est complete, c'est true, tous les autres cas sont false. L'avantage, c'est qu'en plus, quand on fait évoluer le data type, c'est QuickCheck qui fait le taf. Ce n'est pas nous qui devons faire évoluer le test, qu'on va forcément oublier de faire évoluer, et qu'on va oublier forcément un cas. Donc là, il fait tout pour nous. Donc ça peut être un cas d'utilisation assez pratique. Alors, si on mettait en prod quand même, parce qu'on n'a quand même pas taffé pour rien, en fait, si on a fait tout jusque-là, il n'y a rien à faire en fait. C'est juste un nouvel environnement sur Clever Cloud et une pull request au final. Et puis c'est parti. On leur demande de faire un petit peu de DNS, ils le font dans la foulée, et puis notre appli elle est en prod. Là-dessus, c'est quand même vachement cool. Ensuite, sujet des performances. Alors, je rappelle, on est sur un code de débutant. Il y a des technos où un débutant qui se lance, il fait des gros trous de perf. Là, j'ai été agréablement surprise. Alors, j'ai pas encore pris le temps de faire des benchmarks sur ma plateforme. Pour l'instant, par contre, elle a l'air de se comporter au quotidien correctement. Alors, s'il vous plaît, n'en faites pas. Voilà, bref. Il faudra que je le fasse avant quand même. Comme on dit, so far, so good. Tout se passe bien. Alors, j'ai un trou de perf à un endroit. J'utilise une lib pour faire du scrapping web. Je pense que je l'utilise mal. Soyons honnêtes. J'ai dû rater quelque chose. Des tutos à conseiller. Moi, j'en ai surtout un. Il y a des vidéos qui ont été faites par un développeur Haskell qui est un pas à pas. Dans ce que je viens de vous présenter. Il présente la stack servante Postgre et il vous emmène progressivement dans du code. Là-dessus, c'est assez top. Ensuite, les points durs, parce que quand même, on s'est lancé dans un nouveau truc. J'ai eu des soucis. Déjà, le coût d'entrée est assez massif. Comment dire ? Je pense que j'ai débarqué en Haskell, j'étais au final assez sereine, même si j'avais un peu peur, mais j'étais pleine d'ego, on va dire. C'est-à-dire que j'avais fait beaucoup de langages et je me disais, c'en est juste un autre. Et puis, il a une syntaxe différente, ok, mais c'est pas grave, c'est qu'une syntaxe. Et en fait, non, c'est pas vraiment ça. Je m'étais un peu complètement emballée. Pareil, j'avais fait des lambdas en Java, je pensais que j'avais déjà fait un peu de fonctionnel. Rien du tout, en fait, c'est franchement très différent. Et là-dessus, ça a été mon premier mur, arriver à penser vraiment fonctionnel, parce qu'en Haskell, il n'y a pas le choix. C'est pas comme en Scala où on peut feinter quand on n'a pas envie. En Haskell, non, faut s'y mettre, et puis il faut revoir toute sa manière de coder. Je pense que le premier mois, je devais avoir mal à la tête tous les soirs. Vraiment. Je pense que mon cerveau travaillait à fond et j'étais au-delà de ma capacité. Et je me suis rarement sentie aussi incompétente que durant ces premiers mois, en fait. Je pense qu'il y a des moments là, je me sens encore pas complètement à l'aise, mais je me suis rarement sentie aussi incompétente en commençant un langage. Ensuite, on est sur un langage fonctionnel, comme je viens de le dire. Donc il y a des trucs qu'il faut oublier. On n'est pas dans l'orienté objet, on ne fait pas d'héritage, on ne fait pas de choses comme ça. Et donc, quand on vient du Java, il y a un moment, ça fait bizarre. Ensuite, il y a un truc, quand on lit du code Haskell, quand les autres l'écrivent, il a l'air tellement simple. Et c'est tellement compliqué d'écrire du code simple. Des fois, il y a des grands principes qui manquent et il faut du temps pour les apprendre. Un exemple. Par exemple, ça, c'est du code de débutante, mes premiers codes. Donc, j'ai utilisé la do notation. Gros avantage,
Ça masque un peu l'aspect fonctionnel. On peut écrire comme on écrivait en impératif et séquencer des trucs directement, en fait. On cache toute la complexité de la chose. Ensuite, j'ai appris à piper un peu mes choses avec des monades. Alors, avec des opérateurs monadiques et des choses comme ça. Donc là, déjà, mon code commence à progresser. Néanmoins, il y a encore des trucs qui servent à rien. Si vous regardez bien, il y a des arguments là. Si on peut s'en débarrasser, ils servent absolument à rien, en fait. Donc là c'est le prochain pas que je dois passer. Il faut que je passe à ça. Par contre, ça me demande une refacto complète de mon appli à peu de choses près, quoi. Parce que là, je vais devoir rentrer sur des principes de monad reader et des choses comme ça. Bon, bref, c'est mon prochain pas. Ensuite, la doc. Il y a de la doc Haskell, des fois, elle est quand même compliquée. C'est-à-dire qu'elle est écrite par des gens très intelligents, qui ne sont pas forcément à la portée des débutants, et des fois, ça fait un peu mal. Mais on s'y fait, il faut apprendre à la lire. Et des fois, elle est un peu compliquée à trouver, parce que du même ordre d'idée, le réflexe en Java, c'est Stack Overflow, ma question, et j'ai une réponse. Stack Overflow, ma question, et j'ai une réponse extrêmement complexe. Et les mecs, ils en discutent pendant des postes et des postes. Je ne suis pas sûre de comprendre tous les postes. Bon, des fois, c'est un peu compliqué. Ensuite, j'ai eu un autre point très chaud, avec notamment Servante, sur la partie authentification. Alors, il y a un tuto qui est très bien sur Servante, qui permet de mettre en place des trucs de base. Typiquement, de la basic auth, ça se fait très naturellement, tout est bien documenté. Par contre, au moment où je me suis lancée dans le token JWT, on était sur un module expérimental. La doc parlait d'un truc, le module était différent. Je n'étais pas à l'aise. Ensuite, il y a quand même des points positifs, parce qu'on n'est pas là que pour dire du mal de tout ça. Déjà, je me suis mise au langage fonctionnel, ça fait quand même du bien. Maintenant, je pense que mon code a évolué dans les autres technos. Je pense plus pareil, je code plus de la même manière. Je pense que même mon code JavaScript, parce que j'ai toujours un client JavaScript, a évolué en fait. Il s'est un peu éclairci. Ensuite, le compilateur, je l'aime, disons-le clairement. Je l'aime, il nous aide en permanence. Au début, c'est un peu compliqué parce que dès qu'on code un truc bizarre, il nous vomit une erreur qui n'est pas forcément très lisible. Mais une fois qu'on a appris à la lire, c'est quand même très agréable. On oublie un import, il nous le signale, normal. Mais en même temps, s'il a déjà croisé le module, il nous dit quel import on a oublié et où est-ce qu'on peut le trouver. C'est quand même sacrément pratique. Ensuite, il y a le Joker Undefined dont je vous ai parlé, qui est quand même très pratique. Et parce que du coup, le compilateur nous fournit tout seul des signatures, des choses comme ça. Ça permet de penser son code par étage, on va dire. Vous partez d'en haut, vous mettez equal undefined, puis progressivement, vous appelez une fonction equal undefined, et ainsi de suite. Ensuite, avec ce compilateur, on peut se dire, un compilateur, le problème c'est qu'il va compiler tout, ça va prendre du temps. Le gros intérêt, c'est qu'on peut le décorréler de l'interpréteur et avoir un temps de réponse ultra rapide. Donc, vous allez pouvoir attaquer notamment des gros refactoring sans vous poser de questions, parce qu'à chaque modif, le compilateur vous suit très rapidement, et refacto devient en fait un exercice reposant et à faire quand on est un peu fatigué, par exemple. Ensuite, moi je trouve que le code devient facilement lisible pour un non-développeur. Quand on a réussi à enlever tous les trucs qui servaient à rien, en fait, on va se retrouver sur un code où on peut en discuter très rapidement autour d'une table, même avec un PO, un PM ou des choses comme ça. On lui présente un data type, il n'y a pas de frioriture. Il arrive assez facilement à lire le code. On peut se mettre d'accord, en fait. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas tous les trucs virgule, parenthèse, point virgule et compagnie qu'on peut trouver partout. Et les types algébriques sont assez géniaux là-dessus. Donc le verdict, personnellement, moi j'en reparlais tout à l'heure, je pense que j'aurais beaucoup de mal à revenir à un autre langage. C'est-à-dire que c'est... Ok, les premiers mois ont été difficiles. J'ai toujours des moments difficiles, parce qu'il y a des moments où je ne comprends pas trop ce qu'on me dit. Mais quand même, j'aurais du mal à refaire notamment du Java ou d'autres langages, en fait. Et là, je voyais la situation en ayant un client JavaScript. Quand je retourne dans mon JavaScript, je grogne. Et, il me manque des choses, il me manque un compilateur, il me manque des trucs, et c'est quand même sacrément agréable. Et être dans du Haskell, c'est un certain confort, en fait. Voilà, ça, du coup, on en parlera tout à l'heure
du côté des Office Hours, donc sur le stand Google, vous pouvez me retrouver. Voilà.